Bonjour à tous. Bonjour si vous êtes sur la côte ouest et un peu partout au Canada. Si vous êtes sur la côte est, bon après-midi à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour notre webinaire. Nous avons plusieurs leaders de l'industrie du Canada et de l'extérieur du Canada également pour le webinaire d'aujourd'hui. J'espère que vous apprécierez votre discussion. Tous les ans, nous réfléchissons aux grands défis de notre secteur au Canada et on les publie sous la bannière Bright Ideas. Alors, nous avons différentes idées ici avec une série d'articles, des défis. Vous retrouvez tout cela sur notre site Internet. Vous pouvez les retrouver en photographiant le code QR que vous voyez apparaître à l'écran aujourd'hui. Et il y a un quatrième document qu'on verra plus tard cette semaine qui parle des défis réglementaires. Ce sera très intéressant et ce sera disponible aussi sur notre site Internet via le code QR sur votre écran. Diapo suivante. Nous avons à notre disposition l'interprétation simultanée et vous pouvez y avoir accès si vous souhaitez entendre la version française en suivant les instructions qui sont affichées à l'écran. Vous pouvez cliquer le globe pour avoir accès à l'interprétation en bas de votre écran. Et si vous avez des questions que vous voulez poser dans le chat, n'hésitez pas à les poser en français ou en anglais. Nous avons quelqu'un qui pourra les traduire. Je vais commencer par la reconnaissance relative au territoire traditionnel. Je suis heureuse de pouvoir travailler ici et rien n'égale ce pays. Je suis bénie de pouvoir résider au Canada. Et nous reconnaissons que nos bureaux sont situés sur des territoires traditionnels, des territoires couverts par des traités, des territoires non cédés faisant partie de l'île de la Tortue, Amérique du Nord, et que ces territoires sont toujours habités par plusieurs membres des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Nous reconnaissons également les propriétaires traditionnels des terres où sont situés nos bureaux au Chili et nous rendons hommage à ces propriétaires passés, présents et futurs. Et donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Gavin McTavish. Moi, je serai l'animateur de notre discussion et c'est Gavin qui va nous présenter les différents orateurs phares que nous avons invités. Merci beaucoup, Tony. Je vais commencer par me présenter. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Je m'appelle Gavin McTavish, comme l'a mentionné Tony. Je suis responsable de notre pratique nationale ici à Deloitte Monitor Deloitte Canada et je travaille au niveau de la transition énergétique pour nos clients euh, euh, qui sont au Canada et d'autres qui ont besoin d'une transition énergétique. Donc, je suis ravie de pouvoir animer ce panel aujourd'hui et nous allons avoir une conversation très intéressante, je pense. Je vais commencer par vous présenter les orateurs, en commençant par Robbie Sohi. Il est responsable de l'exploitation fiable et efficace du réseau électrique de la province. Et il est responsable et vice-président des marchés de l'électricité en temps réel de l'Ontario, du développement continu de la conception des marchés de l'électricité. Robbie précédemment occupait le poste de premier vice-président chargé du développement commercial et de la stratégie de l'entreprise à Ontario Power Generation. Il était responsable des fonctions commerciales, notamment du développement commercial, des acquisitions et de l'électrification. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique à long terme d'OPG, il a mis en œuvre avec son équipe une stratégie de croissance visant à élargir les activités d'OPG en Ontario et au-delà. Outre ses fonctions de vice-président chez OPG, M. Sohi a également été président-directeur général de Global First Power, où il a dirigé le premier projet de petits réacteurs modulaires du Canada. Et il est entré à l'entreprise qui a précédé OPG en 1991, c'était Ontario Hydro. Au fil des ans, il a occupé des postes à responsabilité croissante dans plusieurs fonctions techniques, fonctions d'entreprise, gestion des actifs, exploitation et maintenance, partout dans l'Ontario. Il siège au conseil d'administration du Northwest Power Coordinating Council et les membres du conseil du Generation Sector Council de l'Electrical Power Research Institute et membre du Thermal Generation Interest Group et du Centre pour l'avancement énergétique par l'innovation technologique. Robbie, merci. Bravo d'être avec nous. Ensuite, nous avons Ryan Mitchell, qui est président-directeur général de Saint John Energy. Il est passionné par l'innovation énergétique, la durabilité et le développement économique. Ryan est diplômé du NBCC, de l'UNB et du programme stratégique pour cadres du Wallace McCain Institute.
Il est ingénieur agréé au Nouveau-Brunswick et titulaire d'un MBA. Il a plus de 20 ans d'expérience en ingénierie dans des postes de gestion divers et progressifs, la plupart de son expérience provenant du secteur des télécommunications. Et cela nous amène à des parallèles intéressants avec le secteur de l'énergie. Il siège à plusieurs conseils d'administration bénévolement, notamment au conseil d'administration d'Électricité Canada et au comité exécutif de l'Alliance Atlantique pour l'hydrogène. Ryan a également été récemment nommé sur la liste canadienne Clean 50 comme l'un des principaux leaders canadiens en matière de développement durable en 2021. Et félicitations, Ryan, pour ce prix. Merci d'être avec nous. Nous avons ensuite deux collègues de Deloitte, de différents lieux de la planète, qui vont nous donner une perspective plus large. Tout d'abord, Fiona Bishop. Fiona est dirigeante dynamique dans la carrière s'étend de l'ingénierie électrique à la réglementation économique, en passant par l'engagement des clients, la technologie et la gestion dans le secteur de l'énergie et des ressources. Elle a rejoint Deloitte au début de l'année en tant que directrice de notre pratique climat et développement durable en Australie occidentale, c'est là qu'elle est. Avant cela, elle était responsable de l'innovation à Western Power, une entreprise publique de distribution et de transmission en Australie occidentale. Elle a lancé d'énormes projets sur près de 250 000 kilomètres carrés, notamment toute une série de projets innovants qui ont été intégrés dans la feuille de route de transformation énergétique du gouvernement de l'État. Elle est titulaire d'une licence en ingénierie électrique et électronique, d'une maîtrise en administration des affaires. Elle est reconnue comme Tracy Houghton Scholar par l'Université d'Australie occidentale. J'allais dire Ontario occidental, mais non. Et elle est diplômée de l'Australian Institute of Company Directors. C'est une fervente défenseur des femmes dans le domaine des STEM. Et je termine par Thomas Schlack. Thomas est le responsable mondial pour l'électricité, les services publics et les renouvelables. Et en tant qu'associé chez Deloitte, il est responsable de ces secteurs et il conseille de grandes entreprises dans le secteur de l'énergie en Europe. Il amène des années d'expérience de sa stratégie sur la consultance de projet. Il a souvent inclus le développement organisationnel, la réduction des coûts, les intégrations suite à des acquisitions et récemment, il s'est concentré sur la transformation numérique des sociétés énergétiques en commençant par l'innovation et le développement des produits, par la conversion et la nouvelle construction de compétences numériques au niveau de l'interface des clients jusqu'à l'automatisation des processus. Merci beaucoup Thomas d'être avec nous. Voilà, j'ai fait les présentations. Nous avons un panel qui est très intéressant pour une discussion qui s'annonce passionnante. Mais avant cela, j'aimerais planter le décor en 20 secondes. Notre monde se trouve face à un défi existentiel, celui du changement climatique. Le parcours de la décarbonisation par l'électrification est un défi existentiel pour l'humanité. Le secteur énergétique sera un acteur clé en la matière. La question est de savoir si le secteur des services publics et des renouvelables sera le héros ou le vilain de cette affaire. Est-ce que nous allons voir nos clients du monde entier qui pourront gérer la demande en termes de charge d'électrification par rapport à ce que l'on connaissait précédemment, qui était alimenté par des sources de combustibles fossiles? Est-ce que le secteur est prêt pour aider l'industrie à assurer cette transition? C'est une gageure d'envergure et je suis sûre que nos clients, nos entreprises se retrouveront au cœur de ce défi à relever. Alors avec cela en toile de fond, nous avons un certain nombre de questions que nous voulons poser aux membres du panel. Et je vais commencer par la question suivante. Au fil de la progression de cette transition énergétique, quelles capacités doivent avoir nos clients qui sont des services publics pour pouvoir offrir ces services? Quelles capacités ont-ils aujourd'hui et de quelles capacités auront-ils besoin à l'avenir
pour pouvoir accompagner cette transition énergétique? Et je pose cette question tout d'abord à Ryan. Ryan, qu'en pensez-vous? Oui, merci Gavin, merci à tous. Vous avez très bien présenté la question en plantant le décor. D'abord, d'abord, lorsqu'on parle des services publics, euh, je, euh, je suis un peu réticent à faire des généralisations parce qu'il y a tellement de secteurs, tellement d'entreprises sur un spectre de services euh, est très important. Je pense que traditionnellement, ces services se concentrent sur le fonctionnel, sur l'opérationnel, c'est-à-dire comment offrir un produit au quotidien que la majorité des clients considèrent comme acquis. C'est-à-dire, il faut ici penser à la fiabilité. Les clients n'ont probablement jamais eu l'idée de penser à vous, même pendant très longtemps, tant qu'il n'y avait pas de problème de fiabilité. Beaucoup de ces entreprises n'ont pas eu à se préoccuper de la concurrence. Et quand on regarde l'histoire du secteur en termes de marketing et de communication, ces entreprises n'avaient pas vraiment besoin de s'en préoccuper. Mais aujourd'hui, nous sommes en transition énergétique pour aller au net zéro. La communication, la transparence, les contacts avec les clients sont très importants. Assurer un bon niveau de confiance avec les parties prenantes, avec les clients, c'est important. C'est ce qui nous permettra d'améliorer les connaissances en termes d'énergie. La communication, pour moi, c'est le fondement principal. Et puis, il ne faut pas oublier d'autres aspects, c'est-à-dire les capacités, les infrastructures dont ont besoin ces entreprises. J'y crois vraiment. Et là, c'est une question d'agilité, la capacité de pivoter, de changer de cap sur la base des bouleversements, sur la base des nouvelles technologies. Et j'aimerais que cette agilité se retrouve pas uniquement dans les technologies, mais également au niveau des salariés. Il sera difficile de prédire exactement à quoi ressemblera l'avenir. Donc, il est très important que l'on se concentre sur notre fiabilité, notre capacité à nous adapter, à rester agile. Merci, Ryan. Grand début. Merci beaucoup de nous aider à répondre à cette question. Alors, Robbie, vous avez longtemps passé votre carrière dans ces entreprises de services publics. Euh, Qu'en pensez-vous? Je peux revenir sur ce qu'a dit Ryan, la partie agilité. Et en outre, je pense qu'il y a deux éléments qui sont clés ici. Tout d'abord, l'ouverture pour pouvoir travailler dans des domaines non traditionnels. Alors, on sait que ces entreprises sont là pour maintenir des infrastructures d'électricité. Elles le font bien. Il y a des bâtiments, il y a la construction, il y a la maintenance, il y a l'opérationnel. Mais regardez ce qui se passe dans la transformation et dans la transition. On voit cette ouverture au changement, cette possibilité à s'adapter à de nouveaux secteurs. Par exemple, si l'on regarde les infrastructures pour les véhicules électriques, c'est-à-dire tous les points de charge de ces véhicules. Bon, alors c'est vrai que c'est de l'électricité. Ben, qui c'est qui fait le mieux l'électricité? La compagnie d'électricité. Et cette compagnie d'électricité, c'est comment répondre à tous les défis que l'on va voir pour ces infrastructures de véhicules électriques. Ensuite, il y a les fonctions de gestion d'énergie. Qui va le faire au mieux? C'est bien plus complexe. Ça va devenir encore plus complexe. Et ces compagnies d'électricité ont un avantage naturel, notamment les sociétés qui sont très intégrées parce qu'elles vont du client jusqu'à la création et la transmission du produit. Et ces entreprises peuvent faire circuler l'électricité plus rapidement. Donc, il est important d'être agile et flexible, mais ces entreprises d'électricité doivent aussi se concentrer sur leur capacité à réagir sur un environnement qui n'est pas traditionnel. Et ce n'est pas facile. Si vous regardez les 20, 30 dernières années, c'est un muscle que ces entreprises n'ont pas eu à utiliser pendant longtemps. Elles vont devoir s'adapter très rapidement. Merci, Robbie. Je passe sur la scène internationale. Fiona et Thomas, vous avez des réponses à nous apporter sur le type de capacité qu'ont ces entreprises qui fournissent l'électricité? Merci, merci de me passer la parole. On a eu des réponses très intéressantes de
Robertoni, mais je crois qu'il faut être très innovant, il faut se concentrer sur les clients. L'innovation en tant qu'organisation, donc c'est la capacité organisationnelle qui est importante ici parce que nous sommes dans une nouvelle phase. On a essayé beaucoup de choses sur les réseaux de distribution, on peut toujours régler tout cela. Maintenant, les réseaux deviennent plus complexes et cela va avoir un impact sur la manière dont on perçoit le risque. Donc, les entreprises d'électricité vont devoir se pencher sur leur capacité à augmenter leur taille, à s'adapter aux différents marchés, aux différentes demandes. Il faut pouvoir être agile et s'adapter très rapidement pour pouvoir intégrer les technologies dans le système physique du réseau, pour intégrer cela dans l'organisation de l'entreprise et dans la chaîne d'approvisionnement. Et lorsque je parle de la complexité du réseau par rapport à la perception du risque que l'on a, c'est probablement un changement de mentalité dont on a besoin ici, parce que l'on a des ingénieurs formidables, des gens qui savent travailler dans un cadre donné par la réglementation, etc. Donc, ils ont une solution qui s'intègre bien dans ce cadre standard, mais maintenant, les choses changent, donc on doit voir les choses très différemment et les amener des exemples ici en Australie occidentale, par exemple, ce sera très important et aussi pertinent pour le Canada. Il y a de longues distances à parcourir entre le centre de production électrique et les clients. Donc, on va avoir de nouvelles lignes à haute tension qui vont sortir. Même chose pour les véhicules électriques. Il faut pouvoir apporter ces bénéfices à toutes les régions du réseau. Quel sera le coût pour les clients individuels d'avoir cette capacité supplémentaire? Et là, si on n'est pas rentable, c'est un problème. Donc, il faut voir comment l'équipe va pouvoir écouter le secteur, l'industrie, voir comment on peut augmenter les capacités. Ce n'est pas simplement une question de connexion traditionnelle. Lorsqu'on entend les clients différemment aujourd'hui, il faut bien voir ce que les clients veulent et ce n'est pas nécessairement d'avoir une connexion permanente standard. Il faut en parler avec les capacités d'organisation que nous avons ici avec le centre de contrôle du Nord. Et les clients voyaient que tout n'était pas disponible. Ça semble assez simple, mais ça ne correspond pas nécessairement au cadre réglementaire habituel. Donc, il faut que l'on commence à réfléchir par la tangente et voir ce que l'on peut faire de nouveau, essayer d'avoir des capacités différentes pour pouvoir répondre aux besoins des clients de manière innovante, plutôt que de suivre toujours la ligne de la réglementation. Ce sera vraiment difficile de relever ce défi à temps. Merci Fiona. Un excellent exemple. J'aime beaucoup cette histoire. Thomas, du point de vue européen, où en est-on? Oui, je ne vais pas reprendre tout ce que les collègues ont dit. Je dirais deux choses. Si je regarde la stratégie européenne des services publics, elle tourne autour de trois choses. Rendre l'infrastructure durable, la production, les réseaux essentiellement, faire en sorte que l'on passe des produits à des solutions, donc un petit peu comme s'il s'agissait de produits de base, de commodités, mais on assume une transition numérique, on devient une société plus digitale, disons, et c'est ce dont on va avoir besoin, des compétences au niveau du numérique dans les services publics eux-mêmes, avec une organisation informatique qui tourne autour de compétences numériques et qui devront être en interne et pas seulement externalisées à des sociétés informatiques. Des compétences commerciales seront nécessaires, pouvoir faire des campagnes autour de solutions plutôt qu'autour de produits. Et puis, il faudra peut-être avoir un état d'esprit plus entrepreneur que de contrôle, si j'ose dire, du point de vue de la prise de décision. Envisager des infrastructures plus petites, pas prendre une grande décision toutes les décennies, mais de nombreuses petites décisions tous les ans
afin de minimiser les risques, comme l'ont dit d'autres analystes tout à l'heure. Donc, des capacités différentes, nouvelles, seront nécessaires et un défi qu'il faudra relever en Europe en particulier et qui va apparaître de plus en plus ces 5 ou 10 prochaines années, c'est qu'une bonne partie du personnel chevronné va prendre sa retraite, du moins en Europe. Oui, Thomas m'amène à la question des talents, des ressources humaines, mais j'aimerais rester sur la question actuelle. On essaye de faire face aux nouvelles demandes des clients, à la demande de déploiement de nouvelles technologies, mais on nous dit que 200 milliards de dollars en Ontario ont été investis. On aurait besoin d'1 billion de dollars pour les infrastructures électriques un peu partout au Canada. Et Mackenzie nous parle de chiffres colossaux pour faire face à ces nouveaux besoins. Donc, c'est une infrastructure électrique et des investissements supérieurs à tout ce qui s'est fait dans notre histoire. Et il faut faire tout cela et de façon urgente. Est-ce que vous pensez que les services publics, les électriciens peuvent le faire? Est-ce que nous avons les capacités de savoir quoi construire, quand demander les permis, quand commencer à discuter avec les peuples autochtones? L'ampleur même de ce défi à relever, qu'est-ce qu'il vous inspire exactement? C'est une question formidable. J'ai passé beaucoup de temps à développer des projets et au développement commercial. Et la première question qui se pose, c'est est-ce que nous avons les capacités? Mais la partie talent des ressources humaines va être le défi. Il y a le volume de personnes dont vous allez avoir besoin, les effectifs dont vous allez avoir besoin pour faire ça, et puis l'état d'esprit le plus approprié pour mener tout cela de front. Il faudra prendre les devants, développer ses talents, offrir la formation et puis prendre décision sans regret. On verra que ceux qui sauront faire cela seront en avance sur les autres. Alors, du point de vue des talents, est-ce qu'on peut faire les choses comme d'habitude? Non. Il faut prendre les devants, devenir beaucoup plus proactif, comme je le disais, et essayer d'obtenir les talents avec l'état d'esprit voulu. Et je pense que à ce moment-là, il ne sera pas trop tard. Pour ce qui est de la disponibilité de capitaux, cela risque d'être un facteur qui va nous limiter. Il y a aussi le cadre réglementaire qui devra être adapté pour que tout ceci puisse voir le jour, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est probablement un défi encore plus important que la première partie de votre question, parce qu'il y a encore beaucoup de détails à régler. Si vous regardez l'Ontario, par exemple, vous regardez le réseau qui a été construit au fil de nombreuses décennies. Entre maintenant et 2050, il nous reste à peine une trentaine d'années. Comment est-ce qu'on va déployer tous ces capitaux nécessaires aussi vite et d'où est-ce qu'il va venir? D'où est-ce que le capital va venir? Ça, c'est une question à laquelle on n'a toujours pas de réponse. Et puis, qui va payer cette transition? Est-ce qu'on va avoir un petit débat là-dessus? Et puis, une fois que la question sera réglée, peut-être qu'on pourra aller de l'avant. Fiona, avez-vous quelque chose à dire? Ou Ryan, pardon, sur l'ampleur du défi à relever? Oui, c'est un énorme défi, mais c'est aussi une occasion à saisir pour les services publics, les électriciens. On pourra adopter de nouveaux modèles économiques, comme on l'a dit, et Ronnie l'a dit, il a dit ce qu'il en était du point de vue de l'offre. Je crois qu'il y a des occasions énormes à saisir. Comment améliorer la sobriété énergétique, comment offrir de nouveaux produits, des pompes à chaleur, des chaudières plus économes. Je crois qu'il y a d'énormes occasions à saisir pour les services publics qui sauront étayer et appuyer la transition énergétique. Merci.
À propos du défi de la transition, vous avez parlé de la combinaison nécessaire avec de nouvelles solutions qui devront être déployées. Robbie a parlé d'améliorer la gestion et le rôle des services publics, le rôle qu'ils pourront jouer pour aider les clients, non seulement à économiser, à conserver, mais aussi à optimiser l'impact que cela aura sur l'ensemble du réseau, avec l'approvisionnement lorsqu'il est nécessaire qui sera là. Et donc, il faut de meilleures capacités informatiques derrière la gestion de la demande. Encore faut-il savoir où les véhicules électriques, par exemple, vont décider de se recharger. Mais est-ce que les services publics sont en train de mettre sur pied ces capacités nouvelles aujourd'hui? Quel risque est-ce que ceci crée lorsqu'on pense, par exemple, aux cybermenaces qui ne font que s'exacerber? On sait qu'il y a des acteurs un peu partout. Donc, mes deux questions sont, est-ce que nous faisons assez du point de vue numérique et quels sont les défis qui se posent du point de vue des cybermenaces? Alors, je vais commencer par les collègues de Deloitte. Peut-être Thomas, vous souhaitez répondre? Oui. Comme je l'ai dit dans ma première réflexion tout à l'heure, je crois que les services publics vont devenir un peu comme les télécoms, beaucoup plus digitales. Et on verra les leaders sur le marché avancer dans cette direction, avancer dans cette voie. Et il nous faudra offrir des solutions que les fournisseurs plus courants n'ont pas encore. Et il y aura des développements qui seront nécessaires, qui devront se faire dans différentes sociétés. Mais comme vous l'avez dit, c'est un défi du point de vue de la résilience. Et je pense qu'on verra de plus en plus de services publics passer au cloud pour se protéger contre les cybermenaces et déplacer ce risque qui dépendra donc du prestataire du cloud. Je crois que c'est la stratégie vers laquelle on avancera. Donc, vous pensez qu'il n'y aura plus de cybermenaces parce que rien ne sera connecté? Est-ce que ça, c'est une option? Alors, ce sera une option pour une partie du réseau, une partie de l'infrastructure qui peut être vulnérable, mais le gros de l'infrastructure, 95%, dirais-je, va passer à un environnement dans le cloud nuagique dans les années à venir. C'est ce qu'on voit en Europe, c'est ce que mettent en place les dirigeants, les numéros 1 sur le marché, et les process exigent encore beaucoup de normalisation et de changement d'adaptation pour y arriver, pour en arriver là. Mais si on ne simplifie pas ce défi, parce qu'il est énorme, vous l'avez dit, l'ampleur des investissements dans ces nouvelles infrastructures est telle que si on ne simplifie pas un petit peu le défi et si on n'a pas recours à la numérisation là, pour réduire le montant des investissements, pour les rendre plus gérables, ce sera extrêmement difficile de mettre en place ce nouveau système. Merci, Thomas. Ryan, comment est-ce que vous allez procéder à cette transition numérique dans votre organisation? Tout d'abord, je dirais que je suis d'accord avec vous. Il est important de reconnaître que les services publics ont un certain niveau de risque avec les réseaux intelligents, les portails, l'ensemble de la gestion énergétique. Et pour parler de solutions possibles,
je dirais qu'il est important de nouer des partenariats clés avec des fournisseurs qui ont une certaine expertise dans le domaine et qui viennent compléter nos propres compétences cybernétiques dans le domaine de la défense, la banque, l'armée même. Il y a des compétences dans ce domaine depuis longtemps. Donc, ça ne va pas se faire uniquement en interne. Nous ne pourrons pas le faire de façon aussi efficace si c'est fait en interne. Et puis, il faut aussi s'aligner sur le cadre de sécurité de l'ISO, de NEST, avoir des audits, en faire des feuilles de route qui pourront être mises en œuvre. Enfin, ça ne se fait pas en un clin d'œil, c'est un parcours du combattant. Et il faut tout d'abord décider d'en passer par là. Et puis ensuite, il y a une question d'éducation, de formation de notre personnel. La prévention, bien souvent, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Et il faudra nouer des partenariats avec des tiers et avoir des programmes de formation complets sur la cybersécurité, avec des simulations d'attaques de phishing, par exemple. Et ceci devra se faire à tous les échelons hiérarchiques de la société, du cabinet. Et ça se poursuivra à l'avenir. Eh bien, je sais que notre équipe dirigeante est passée par cela justement parce que ça a été une simulation de ces cyberattaques et on voit vraiment l'impact important. On a besoin de s'y attacher sérieusement, c'est vrai. Fiona, vous y avez travaillé dans Western Power, vous avez partager les activités permettant d'arriver plus loin dans une compagnie d'électricité. Maintenant, vous aidez une autre compagnie d'électricité à renforcer leur capacité. Quelle est votre idée sur cette chose-là? Oui, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Ryan, en fait, avant que je parle d'autre chose. L'éducation, c'est très important, l'éducation et la formation avec des scénarios critiques, c'est ce qui va nous aider. Il y a encore beaucoup de pain sur la planche au niveau de l'audit des compagnies d'électricité, on le sait tous, et il faut au mieux exploiter les capacités qui sont émergentes ici et on a encore tellement plus à faire dans différentes zones d'une organisation avant d'aller plus loin. Thomas en a parlé. C'est piégé d'une certaine manière et il faut en tirer profit au mieux selon la stratégie d'une organisation pour que l'organisation peut s'adapter et profiter de ses ressources, que ce soit la modélisation, les scénarios de prédiction, etc. Et il faut pouvoir s'écarter de ce que l'on connaît pour aller plus loin, que l'on pense à l'Internet des objets, que l'on pense à l'informatique, à l'intelligence artificielle, etc. La sécurité des infrastructures critiques est très importante ici dans de plus en plus de juridictions parce que cela et là que l'on a beaucoup de nos biens, de nos services fiscaux, qu'on a des données sensibles, et c'est lié aussi à la chaîne d'approvisionnement. Donc, on doit faire très attention, notamment lorsqu'on ne voit pas suffisamment de progrès au niveau numérique. Il faut bien comprendre jusqu'où va la chaîne d'approvisionnement, jusqu'à la source, pour que l'on ait cette capacité à s'étirer, à être souple, que ce soit pour les matériaux, que ce soit pour les ressources. Il y a un potentiel non exploité côté numérique et il faut que cette information entre en jeu pour pouvoir se concentrer aussi sur des secteurs d'une organisation qui doivent être intégrés pour que l'ensemble de l'organisation fonctionne comme une seule unité.
Je reviens à un commentaire qu'a fait Ryan. Il nous a dit, on ne peut pas simplement construire comme on construisait avant. Il faut commencer à réfléchir à construire différemment. Et le numérique, c'est un des moyens de tester ces différents environnements, ces différents moyens, ces différents types de biens, d'actifs pour voir qu'est-ce qui va fonctionner dans quel environnement avec une simulation numérique. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est utiliser le numérique pour pouvoir réduire les coûts, n'est-ce pas? Parce que si l'on peut gérer la demande de manière dynamique, si l'on peut avoir un système opérationnel plus intelligent, on va toujours évidemment dépenser des milliers de milliards, mais peut-être quelques milliers de milliards de moins. Et c'est ça l'élément important numérique. C'est pas parce que c'est sympa de l'avoir, non, c'est parce que ce sera une exigence absolue pour pouvoir naviguer efficacement à travers cette transition. Vous avez tout à fait raison, Gavin. Il faut vraiment tout absorber, exploiter tout ce que l'on a dans son réseau pour essayer d'avoir ces développements des infrastructures. On veut absorber toutes les capacités restantes du réseau, essayer d'améliorer la condition des infrastructures, essayer d'acheter comme il faut. On a besoin des outils numériques, on a des outils de prédiction dont on a besoin aussi. Donc tout cela se retrouve important dans cette transition. Bien. Alors, j'ai reçu une très bonne question du public et j'y viendrai dans quelques instants. Je ne vais pas surprendre nos membres du panéliste. J'ai affiché la question dans notre boîte de clavardage. Mais avant cela, on a parlé de la transition vers le numérique, on a parlé des infrastructures, on a parlé de l'envergure du défi des infrastructures qui doivent être construites, mais il y a aussi une composante talent, une composante humaine. Est-ce que l'on aura les capacités? Est-ce qu'on aura suffisamment de monde? Est-ce que l'on aura les gens qu'il nous faut? Comment pourra-t-on gérer cela? Thomas, vous avez mentionné le vieillissement des travailleurs. Comment peut-on faire passer ces connaissances aux nouvelles générations qui, j'espère, nous permettront de doubler notre infrastructure électrique? Comment pense-t-on à ce défi sur les talents? Robbie, je commence par vous. Vous avez vu différents contextes et ensuite, j'ouvrirai le débat aux autres membres du panel. Oui, en fait, cela commence par la compréhension pleine et entière du défi dans la perspective des compagnies d'électricité. Euh, Le défi au sens large, c'est lorsque l'on regarde les talents que l'on a. Les compagnies d'électricité ne devaient jamais souffrir de la concurrence entre plusieurs compagnies d'électricité. Mais c'est une nouvelle tendance et ce même talent euh, vont être recherchés par les équipes dirigeantes, par différents producteurs d'infrastructures, entre autres de construction, et puis les entreprises de conseil en ingénierie. Donc, les talents. Bon, avant, c'était jamais très sexy de devenir ingénieur en électricité, mais maintenant, ça va devenir sexy et de plus en plus sexy. Donc, ces talents seront nécessaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la clé pour la majorité des organisations, c'est d'essayer de recruter au mieux. Vous savez, les compagnies d'électricité n'avaient pas à chercher du talent. Hein, on savait ce que dont on avait besoin et puis on le prenait. Ça, c'est ce qui s'est passé pendant des décennies et des décennies. Mais si l'on n'a pas les talents, alors d'un seul coup, on ne pourra pas décarboniser son organisation. Donc, comment peut-on attirer des talents et maintenir leur niveau d'intérêt? Parce que moi, je me concentre toujours dans mon organisation, la sienne, à essayer de voir ce que l'on peut faire. Bon, c'est moins un problème aujourd'hui, hein, parce qu'on voit le parcours vers la décarbonisation, on voit comment on peut façonner l'avenir, décarboniser le monde, et il y a beaucoup de gens qui sont attirés par ce secteur-là. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, la progression de carrière. Et là, je puis vous assurer que si l'on ne le fait pas bien, les gens vont passer à d'autres entreprises. Hein, et c'est ce qui se passe, on le voit en direct.
Et puis, troisième point, essayez de vraiment comprendre le taux d'attrition, c'est-à-dire les départs à la retraite ou les gens qui veulent changer de carrière. Si l'on arrive à bien prédire les besoins à un niveau euh, ou avant que le calendrier de recrutement devienne urgent, alors on comprend mieux. Il y a des gens qui, vous savez, dans certains secteurs, ont trop recruté et ne savent pas que faire de leurs salariés. Mais ça sera l'opposé pour nous, hein, parce que, bon, je veux faire tout ceci et je ne peux pas y arriver sans talent. Donc, c'est un moyen ou une méthode de pensée très différente. Il va falloir changer de mentalité un peu, ça va prendre un peu de temps. Robbie, oui, vous avez mis le doigt sur les deux éléments. Il y a l'élément capacité et l'élément de capacité humaine. Comment peut-on attirer et garder les bonnes personnes ayant les bonnes compétences pour arriver au résultat que vous recherchez? Fiona, je sais que vous avez organisé beaucoup d'initiatives de talent, alors j'aimerais vous faire passer cette question. Merci, Gavin. Je vais commencer par dire que la guerre pour les talents, c'est une guerre mondiale, hein. On parle de transition énergétique, on a eu la pandémie, on a la guerre contre l'Ukraine et on voit un niveau d'emploi qui signifie qu'énormément de nations modernes veulent décarboniser. Beaucoup de ces sociétés veulent répondre à des technique, essayer de voir ce qui se cache derrière les données, où est la mobilité des travailleurs, parce qu'à post-pandémie, on voit que les gens commencent à circuler et sont attirés par d'autres pays parce qu'on a besoin ici d'ingénieurs qui sont tout à fait particuliers dans leurs compétences. Et je dois le mettre en avant ici parce que cela change la scène de notre concurrence. Ce n'est pas que l'on passe d'une compagnie d'électricité à une autre compagnie d'électricité. On a des sociétés d'extraction minière, par exemple, qui deviennent des compagnies d'électricité. Donc, on cherche les mêmes ressources. Et parfois, les stratégies peuvent être unidimensionnelles, alors qu'il faut plutôt les mettre à jour en permanence, essayer de recruter, d'étoffer le nombre de salariés pour avoir des gens qui savent comment travailler avec des associés, avec des partenaires. C'est tout ce qui est important dans notre boîte à outils, essayer d'avoir des scénarios, essayer de travailler au niveau des organisations pour renforcer les capacités, notamment dans les équipes de terrain. Il ne faut pas négliger cela. Alors, c'est vrai qu'on pense aux ingénieurs, aux modélisations, aux cadres, etc. Mais n'oubliez pas aussi les constructeurs de l'infrastructure. Et on a besoin d'écoles bleues aussi pour construire. Ah oui, ça c'est une remarque très intéressante. On pense au talent pas simplement en tant que nombre de salariés à votre disposition dans votre bâtiment, mais comment vous pouvez avoir accès aux capacités dont vous avez besoin pour réaliser votre objectif par des partenariats, en ayant des fournisseurs, en utilisant le talent de tiers. Ça aussi, c'est une partie critique de la solution, hein. C'est très intéressant. Oui, tout à fait, c'est critique. Et il faut vraiment penser au-delà de sa propre entreprise. On a eu un très bel exemple aujourd'hui. On a eu une panne d'électricité et on n'avait pas les personnes ayant les capacités techniques pour intervenir et on est passé à un autre pays pour trouver ces capacités techniques. Donc, il faut mieux utiliser les capacités existantes. Et là, il y a des études de cas extraordinaires pour un certain nombre d'éléments, notamment avec l'intelligence artificielle, le chat GPT, etc. Comment peut-on utiliser cette intelligence artificielle pour aider votre plan de travail? Donc, il faut trouver les conditions pour
distribution d'électricité ou la transmission d'électricité d'un centre de production à un centre de demande. Pour construire une carte, eh bien, on peut avoir toutes ces informations automatiquement dans un seul dossier. Et c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Donc là, on peut travailler de manière différente et pas nécessairement trouver plus de monde. Il faut qu'on soit plus intelligent que cela parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en même temps partout sur notre planète. Oui, c'est une excellente remarque. Merci, Fiona. Alors, j'ai encore une question, mais j'aime beaucoup la question qui a été posée par le public. Donc, je vais ici lire une des questions que l'on a reçues et j'aimerais vous demander si vous pouvez être agile pour essayer de répondre aux deux questions en même temps. Alors, nous avons reçu une question du public. En tant que secteur, comment pouvons-nous permettre à toutes nos parties prenantes, gouvernement, clients, autorités réglementaires, etc., à avoir une conversation adulte sur le véritable coût de la transition énergétique? Qui paie et comment? Et comment peut-on évaluer, construire dans notre discussion les coûts de la non-transition? C'est une très bonne question, je pense, parce que c'est lié à la question sur la réglementation que l'on discute souvent dans le cadre de notre programme. Comment doit évoluer la réglementation pour que cette transition devienne possible? Alors, je vais vous demander de regrouper ces deux questions dans votre réponse. Alors, Robbie, je commence par vous. D'abord, comment peut-on avoir une conversation adulte sur le coût de la transition, sur ce qui peut se passer si l'on vise à côté, etc. Merci, merci. Excellente question. Je vais commencer par dire qu'il faut essayer d'avoir tout le monde sur la même ligne pour avoir une conversation adulte. Et on le voit à chaque fois lorsque l'on parle de la transition énergétique ou de la transformation énergétique. La discussion ou bien le dialogue se transforme rapidement en un débat sur les technologies. Or, je crois que c'est un faux débat, à mon avis, parce que toutes les technologies vont jouer un rôle finalement. Si vous regardez le simple volume de ce dont on a besoin, eh bien, je ne crois pas qu'il faille se demander quelle technologie sera nécessaire, mais du point de vue de la fiabilité, du point de vue du coût, pour faire face au changement climatique, de quelle technologie aurons-nous besoin ou de quelle quantité pour chaque technologie? Parce que il ne s'agit pas de savoir quelle est la meilleure technologie ou comment optimiser les coûts. C'est un faux problème parce que, en fait, avec toute l'énergie dont on aura besoin, il faudra de toute façon utiliser toutes les technologies et on n'en aura pas assez. Par conséquent, on peut parler avec toutes les parties prenantes et on l'a fait. Parce que si vous regardez le rapport sur la décarbonation, par exemple, de la SIERE, est-ce qu'on peut éduquer les États, les autorités de tutelle, les autorités réglementaires, toutes les parties prenantes en disant voilà, voilà, voilà le chemin que nous proposons, la feuille de route, et voilà les éléments qui pourraient jouer un rôle. On ne peut pas dire c'est le nucléaire qui est la solution ou l'éolien ou autre. Non, parce qu'en fait, tout doit être utilisé. On doit faire feu de tout bois. Et puis, du point de vue de la réglementation, est-ce qu'on a besoin d'innovation et de réforme de la réglementation? Eh bien, la réponse est un oui franc et massif. Parce que en fait, si vous regardez le secteur de l'électricité maintenant, les services publics et les opérateurs, les exploitants sur le marché doivent produire une certaine charge, une certaine puissance et organiser la demande ou faire face à la demande. Mais il ne faut pas demander, on ne va pas pouvoir demander aux gens s'ils vont utiliser un véhicule électrique ou pas. Ils vont le faire. D'ailleurs, dit Gavin, on n'a pas le choix. Et puis, on ne peut pas contrôler qui est propriétaire d'un téléphone ou d'un autre appareil électroménager. Et par conséquent, nous pouvons soit réagir
attendre que les choses se fassent ou prendre les devants. Et du point de vue de la réglementation, l'ancien monde commençait par développer une réglementation, puis la mettre en œuvre. Maintenant, il faut voir comment les autorités de tutelle peuvent faciliter la transition et la transformation des réseaux électriques. Ça, c'est une mentalité radicalement différente par rapport à se contenter de mettre en œuvre les réglementations. Il faut penser au long terme. Si vous parlez du nucléaire, de l'hydraulique, du transport d'électricité, nous avons un peu plus de temps pour réfléchir à bien faire les choses. Mais le court terme, on peut construire de l'éolien, du stockage, du solaire, etc., le faire assez rapidement. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent du point de vue des délais et de la réaction rapide qui est nécessaire. Alors, il faut penser au conseil qui fixe les tarifs. Qui va payer quoi? Ça, c'est la première question. Ensuite, il y a les études d'impact, les permissions. On ne peut pas réfléchir pendant 5 ou 10 ans pour savoir où on va construire la prochaine centrale nucléaire. Il faut agir beaucoup plus vite. Et du point de vue de la réglementation, il faut travailler avec ceux qui développent les technologies pour voir comment progresser vite. Et puis, il faut également impliquer tous les exploitants sur le marché pour avancer sur cette voie. Au reste du panel, est-ce que ces conversations entre adultes, entre gens responsables se tiennent? Est-ce qu'il y a une collaboration entre les autorités de tutelle, de réglementation, les électriciens, les services publics? Est-ce qu'on voit la réglementation évoluer suffisamment vite pour appuyer la modernisation et la transition que Robbie nous décrivait? Ces dernières années, la réglementation s'est accélérée. On a vu le plan quinquennal pour la Chine qui a fixé des objectifs clairs en la matière. Même chose pour l'Union européenne, l'IRA aux États-Unis aussi. Donc, les choses ont bougé. Parfois, Robbie nous parlait tout à l'heure de la technologie, il nous disait que la technologie, ça n'est pas le problème, ce sera la solution parce qu'on aura besoin de faire feu de tout bois, de toutes les technologies. Le coût de la technologie, ce ne sera pas clé, c'est plus la technologie, les capacités, les ressources humaines, les talents, ce genre de choses. On n'a pas encore trouvé le rythme qu'il nous faudrait pour arriver à de nouveaux systèmes. Les gens nous disent, bon, on a les technologies, elles sont disponibles. Si vous voulez créer de nouveaux réseaux électriques, actuellement, c'est possible. Le CO2 qui a un coût aussi et qui n'est pas suffisamment réglementé peut-être. Donc, il y a des aspects économiques, bien sûr, qui devraient, enfin, qui interviennent pour construire ces nouveaux réseaux électriques. En Europe, par exemple, on a un coût de 80 € la tonne, ça peut grimper à 100, voire plus. Dans tous les scénarios que nous envisageons, et nous en avons beaucoup, nous arrivons au même réseau électrique, plus ou moins, avec de petites variations, avec plus ou moins de batteries, plus ou moins de turbines ou d'éoliennes, par exemple. Dans tous les cas, on débouche sur un système où le solaire domine tout. Et quand on a cette conversation, enfin, ce débat est réellement nécessaire. Il faut tout mettre sur la table, voir quelles sont les perspectives de chaque technologie et puis la compétitivité du point de vue du coût.
de tous ces scénarios. Donc, il faudrait peut-être expliquer mieux tout cela. Quels sont les points forts, les faiblesses de chaque scénario. Donc, de mon point de vue, le problème, ce n'est pas la technologie, c'est plus les talents, les capitaux, la lutte contre la bureaucratie pour pouvoir commencer à investir. Thomas, en fait, tous les faits sont sur la table. Et ce que votre rapport a fait, cela a été de donner tous ces éléments pour essayer de comprendre quels sont les besoins en capitaux pour répondre aux défis qui se présentent. On a certains exemples de ce qui se produit lorsque le système échoue et ce que ça coûte. Pensez aux pertes millionnaires au Texas lorsque le système n'a pas marché, où le réseau s'est écroulé. Et lorsque ça se produit en Afrique du Sud, par exemple, qu'est-ce que cela veut dire pour notre économie si on ne réagit pas suffisamment vite pour répondre aux défis croissants en matière d'électricité. Alors, comment est-ce que la conversation avec les autorités réglementaires évolue? Ryan, il y a une certaine évolution qui s'est fait jour. Robin en a parlé tout à l'heure. Il y a la question du changement climatique qui va nous obliger à accélérer les choses plus que jamais. On a besoin d'une collaboration très étroite. Electricity Canada joue un rôle de leadership dans ce domaine et facilite ces conversations avec les principales parties prenantes ici au Canada. Et je pense qu'il faudra partager le fardeau. Plusieurs échelons gouvernementaux devront intervenir et participer parce que la réglementation est très différente en fonction des provinces au Canada. C'est différent de ce qui se fait dans d'autres pays. Mais il y a beaucoup d'interdépendance entre les provinces et les régions. Mais au bout du compte, je pense que la réglementation dépendra de politiques qui sont fixées par les élus. Et je ne vais pas me lancer dans une discussion politique, mais ce serait une bonne chose de voir des politiques sur une base bipartisane dans le secteur énergétique qui donnerait une plus grande stabilité juridique et quel que soit le gouvernement. Parce que, vous savez, les actifs sont des actifs à long terme pour des services publics et ils aimeraient avoir une certaine sécurité juridique par rapport au rôle qu'ils seront amenés à jouer à l'avenir. Donc, il y a des discussions, mais si on regarde où on en est et ce qu'il faut faire pour relever certains de ces défis, eh bien, je crois qu'il faudra que les choses se fassent plus rapidement que ça a été le cas jusqu'à présent. L'une des choses qui rend tout cela très intéressant, c'est que ce n'est pas un problème pour les électriciens ou pour les autorités de tutelle uniquement. Faire face au changement climatique, la transition va exiger une intervention du politique. Vous avez parlé de politique bipartisane notamment. Veiller à ce que les politiques tiennent compte de leur impact sur le secteur de l'électricité. Cela va exiger une plus grande collaboration avec les institutions financières. Comment créer des véhicules financiers pour payer pour tout cela? Parce que il faut voir quelles sont les structures financières qui seront peut-être nécessaires pour financer ces billions de dollars d'infrastructures. Et puis, les grands émetteurs, Fiona nous a parlé de ce qui a été fait par rapport aux grands émetteurs en leur demandant comment est-ce qu'on peut faire face à vos besoins, vous aider à décarboner différemment. Et comment est-ce qu'on peut faire face à certains des défis qui se posent dans le domaine des véhicules électriques? Parce que
les défis qui se posent à nous exigent davantage de collaboration, de coordination entre secteurs ou avec d'autres. Et c'est compliqué, c'est un défi lorsque tout va bien. Mais lorsqu'on a été un monopole auto-régulé, c'est un véritable changement tectonique énorme. Et donc, je ne sais pas comment on va réagir à tout cela. Oui, c'est un changement de mentalité, c'est certain. En fait, c'est la culture qui intervient ici. Il s'agit d'être souple, flexible, agile. Et certaines des organisations que vous avez mentionnées pourront le faire, d'autres moins. Donc, certains seront proactifs, d'autres réactifs. Certains ont le choix. Encore faut-il voir comment vous voulez obtenir vos résultats, en prenant les devants ou en réagissant à ce qui se fait. Encore faut-il voir qui va savoir prendre les devants et qui ne fera que réagir. Si j'en crois mon expérience personnelle, je dirais que tous les jours, nous essayons d'être proactifs. Cette discussion sur la trajectoire de la décarbonation et le rapport que nous avons produit va dans ce sens. Et vous voyez quel type de débat se tient. Il ne s'agit pas seulement de rendre des comptes, mais l'absence de leadership, qu'est-ce que cela fait? Eh bien, ça laisse de petites conversations individuelles se tenir ici et là, mais il n'y a pas vraiment de point de départ. Il vous faut un point de départ. Pas forcément le meilleur, le bon, mais nous avons eu beaucoup de débats brûlants avant de produire ce rapport. On s'est dit, bon, on peut continuer nos études, on peut affiner les choses de 40 ou 50 milliards de dollars, mais peu importe finalement. C'est beaucoup plus important de commencer cette conversation sérieuse en disant, voilà une trajectoire possible, nous sommes prêts à avoir du feedback, à recevoir votre retour d'information, à affiner ceci, cela. Mais bon, voilà où on en est. Alors, je pourrais peut-être ajouter une chose. Oui, c'est vrai, c'est un grand changement, un changement tectonique, parce qu'on doit doubler la production d'électricité. Donc, c'est un changement tectonique qui signifie énormément d'investissement, mais si l'on doit doubler son secteur, il faut beaucoup d'investissement. C'est une très belle opportunité si l'on pense à l'objectif qui est bien clair. On veut que cela soit clair pour les talents, pour les marchés des capitaux. Et oui, il faut maintenant se retrousser les manches. Oui, c'est vrai, Thomas. On est passé de la spirale de la mort pour ces entreprises énergétiques à ces entreprises énergétiques qui sont là au cœur de notre défi d'humanité. On veut attirer des talents en disant, ben voilà, si vous voulez régler le plus gros problème de la planète, vous pouvez le faire avec nous. Et ça, c'est un changement fascinant. Vous avez tout à fait raison, Thomas. C'est ainsi que l'on peut gérer le lent déclin de cette industrie. Alors, nous avions prévu d'entendre quelques questions. Alors, ces questions ne doivent pas nécessairement être du calibre de la question qui a été posée par 211 458 tout à l'heure. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas et nous allons les présenter à notre panel. Donc, je vais demander au public de taper ces questions et en attendant quelques instants que les claviers s'agitent. Nous avons, nous, eu une conversation sur les différents documents. Est-ce que vous avez d'autres remarques à faire avant que l'on ne passe à la séance de questions-réponses? Je vais peut-être vous raconter une anecdote. Après avoir fait sortir notre rapport, l'objectif est de former, d'éduquer, si vous voulez,
les parties intéressées. Moi, lorsque je parle à des gens, ils n'absorbent pas vraiment l'information. Ils disent, oh, c'est un rapport, etc. Mais si je leur donne des données sur la réalité d'aujourd'hui et sur ce qui est sur le point de se passer, voici ce que j'utilise. Je dis, eh bien voilà, on aura besoin de plus que doubler l'infrastructure. Et donc, je dis, écoutez, l'Ontario a 3 grands réacteurs nucléaires aujourd'hui. L'un va partir à la retraite bientôt. Et si vous pensez à doubler les infrastructures, il vous faut 3 réacteurs nucléaires, plus ceux qui doivent être remplacés. Et en outre, on veut éliminer toutes les centrales de production d'électricité à gaz, hein. C'est à peu près 10-12 000 mégawatts, c'est-à-dire l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires, hein. Je le dis quand on parle aux jeunes générations. Et c'est quelque chose qui résonne en eux. C'est surprenant de voir que d'un seul coup, tout le monde dit, ah ah, ça, c'est effectivement très gros. Oui, notamment quand on sait qu'il faut beaucoup de temps pour construire ces centrales, n'est-ce pas? Et c'est justement le point de départ d'une conversation entre adultes. Quelle est l'ampleur du défi? Alors, on n'est pas à quelques centimètres près là, mais les chiffres sont quand même énormes. Alors, je vais poser une question qui est arrivée. Quels sont les plus grands défis pour les entreprises énergétiques aujourd'hui? Quels sont les éléments qui vous inquiètent le plus et dont ont besoin les sociétés responsables de l'énergie pour répondre aux défis de demain? Alors, ce qui m'inquiète le plus pour ces entreprises, c'est qu'elles ne prennent pas le temps de réfléchir à leurs capacités futures. Elles sont déjà surchargées de travail, elles voient déjà la transition qui tourne tout autour d'eux et elles ont tendance à garder le hamster dans la roue et à faire tourner la roue. Et ça fonctionne comme ça et on va continuer comme ça. On va acheter plus de gens, on va acheter plus de salariés. Mais en fait, non, il faut trouver un peu de place pour faire une pause et réfléchir différemment parce qu'on a besoin de nouvelles compétences, de nouvelles capacités et on ne va pas y arriver en travaillant plus dur ou en recrutant plus de monde. Donc, les entreprises doivent avoir le temps et un espace pour être plus créatifs, pour avoir des équipes d'innovation, comme ils avaient des équipes qui testaient les éléments techniques. Il faut renforcer ici les capacités en donnant les capacités de qualité, de contrôle avant de pouvoir passer à une multiplication pour pouvoir avoir des capacités bien plus étendues. Merci, Fiona. Brian, qu'est-ce qui vous empêche de dormir en termes de capacité? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Quels sont les éléments critiques? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui m'empêchent de dormir la nuit, mais je crois que je passe beaucoup de temps à réfléchir à la culture, à la gestion du changement, à essayer de voir comment on peut avancer vers une transition. Alors, dans certaines études que nous avons réalisées, c'est ce qui s'est produit. Donc, on veut essayer de voir comment on va améliorer la communication, l'engagement, comment on peut trouver des moyens d'avoir des contributions plus tôt du personnel dans les préparations des plans de l'entreprise, pour incorporer les échos que l'on entend. Mais pas uniquement au niveau de l'entreprise elle-même, mais aussi au niveau de la gestion de la culture, la gestion du changement. Essayer de voir que tout le monde se retrouve dans le même train pour arriver jusqu'à cette transformation que l'on recherche. Ryan. Oh, interruption de Thomas. Interruption, pardon. J'aimerais ajouter quelque chose ici. On a besoin de grands dirigeants. Pourquoi dis-je cela? Eh bien, on l'a
évoqué tout à l'heure, il y a énormément de travail nécessaire pour rénover les infrastructures. On a besoin de nouveaux talents, on a besoin de nouvelles technologies, on a besoin de faire croître une nouvelle génération. On a tellement de demandes, il y a tellement de projets en cours que le modèle traditionnel, qui est un modèle en pyramide vers tout monte vers une équipe dirigeante, n'est pas n'est plus un modèle efficace. C'est peut-être ma perspective européenne ici. C'est pas, je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais c'est ainsi que fonctionnent les compagnies d'énergie, ici en tout cas. Donc, il y a une nécessité ici de faire tomber la responsabilité bien plus bas au niveau des responsables de projet. Alors, c'est vrai qu'on a besoin d'une stratégie générale en disant, bien voilà, nous avons des rails, voilà comment ce que l'on doit faire. Et maintenant, vous, en bas, vous vous préoccupez du comment. Vous savez, les compagnies d'énergie ne sont pas encore structurées de cette manière-là. Donc ça, c'est une perle que je jette ici pour faire penser les équipes dirigeantes, pour revoir une organisation afin qu'une entreprise puisse absorber ce tsunami d'activités qui leur tombe dessus. Oui, il y a deux pensées ici qui sont apparues après les interventions de Ryan et de Thomas. Ce n'est pas simplement aider les autorités réglementaires et le gouvernement à comprendre l'ampleur du changement, mais aussi les organisations. Les compagnies d'électricité ont très bien réussi à garder les lumières allumées, à montrer à leurs salariés que c'est possible. Alors, comment faire comprendre à ces salariés que les choses doivent changer? Parce que l'envergure du projet est énorme. On ne va pas pouvoir continuer de travailler selon les mêmes méthodes. Il faut innover au niveau des méthodologies pour pouvoir relever ces défis. Je crois que ce sont des remarques tout à fait sensées. Nous avons encore un peu de temps pour une question supplémentaire. Alors, quelques exemples d'innovation réglementaire qui, à votre avis, serait nécessaire pour faire progresser de manière optimale la transition énergétique pour tout le monde. Alors, y a-t-il quelque chose, des exemples intéressants au Canada ou ailleurs, dans d'autres zones géographiques? Rapidement, parce qu'on a presque plus de temps à notre disposition. Il y a quelque chose qui vous vient en tête? Je pourrais peut-être intervenir ici. Qu'entend-on par innovation réglementaire? Les technologies avancent rapidement et dans certains cas, il serait peut-être plus intéressant de dire, eh bien, écoutez, on n'a pas tout pensé, mais il faut faire un projet pilote. Par exemple, pour l'hydrogène, on lance un projet pilote et sur la base du projet pilote, on pourra ensuite réfléchir à la réglementation plutôt que d'essayer de faire l'inverse. Parce que si on continue de se concentrer sur eh bien voilà, on ne peut pas faire de l'hydrogène parce qu'on n'a pas encore la réglementation. À ce moment-là, on ne fera plus rien. Ça, c'est un exemple que je peux donner. Et si vous regardez ce que l'on fait ici en Ontario, nous avons un projet pilote pour l'hydrogène que l'on fait dans une centrale hydroélectrique et une centrale euh, euh, de production à partir du gaz, nous allons lancer ce projet. Traditionnellement, on dit, ah bon, on ne va pas essayer parce qu'on n'a pas la technologie qui a été avérée. Ça, c'est un peu la poule et l'œuf. Il faut que l'on d'abord être plus agile, plus flexible, essayer de tester la technologie. On essaie. Et puis, le pire, c'est que l'on échoue. Et le mieux, c'est qu'on réussisse. À ce moment-là, on peut développer une nouvelle réglementation. Un excellent exemple. Robbie, avez-vous d'autres exemples de réglementation innovante? Ce que je puis dire simplement, c'est que la réglementation, c'est toujours ce qui arrive en dernier. C'est-à-dire que les autorités réglementaires réagissent à ce qui a été fait par les entreprises après le développement d'une technologie donnée. Et une observation récente en Europe, les autorités réglementaires européennes ont dit hier, bon, c'est peut-être pas une innovation, mais bon, c'est quelque chose qui est jeté sur la table. Ce sont de nouvelles zones de tarification selon la rareté de l'offre par rapport à la demande pour stimuler la construction d'infrastructures. Alors, je peux vous donner un exemple, un pays comme l'Allemagne
Les prix peuvent être différents selon les régions. Alors, dans le sud de l'Allemagne, c'est une zone industrielle. D'un seul coup, les prix sont élevés. Et cette région, évidemment, n'est pas encouragée par cette innovation potentielle au niveau réglementaire, mais c'est peut-être nécessaire pour potentiellement trouver de nouvelles options et pour essayer d'accélérer la construction d'infrastructures dans d'autres régions. Très bonne remarque. Merci, Thomas. Alors, Tony, nous avons quasiment terminé. Je vous passe la parole pour la clôture. Merci beaucoup, Gavin. Merci aux membres du panel. Merci au public également. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je sais que vous avez pris une plage de temps importante pour nous rejoindre. Alors, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez avoir accès aux articles par le biais des codes QR qui vous amènent vers notre site Internet. Et n'hésitez pas à nous contacter. On aimerait vous envoyer un formulaire de commentaires pour que vous puissiez nous dire si vous avez apprécié cette session. En tout cas, merci beaucoup et bonne journée à tous. Au revoir, merci. Merci.